Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Claudie. Bonjour Thomas. Merci de passer dans Huntington Podcast pour nous parler de ton expérience. Claudie, on va tout de suite commencer. Tu es malade, on peut le dire. Les symptômes ont bien avancé chez toi. À partir de 2017, j'ai eu des mouvements et des signes cognitifs. D'accord. Mais avant, j'ai tout un passé dépressif, en fait, comme mon papa. La maladie, elle était essentiellement beaucoup plus psychiatrique avec des troubles bipolaires. D'accord. Et Ok. ont amené mon papa aussi à se suicider. Donc, Il n'a pas voulu vivre la maladie. Il a su qu'il était malade. Il s'est suicidé 2 ans plus tard. On va tout de suite en parler. Est-ce que tu veux approfondir un peu peut-être ce sujet-là parce que toi, quand ton papa est parti, est-ce que tu étais déjà au courant que tu avais la maladie ? Non, je n'ai pas tout de suite en fait. Quand le gène a été découvert en 1993, moi j'avais 26 ans. Et ni mon frère, ni ma soeur, à cette époque-là, on n'était pas du tout dans le... On ne pensait pas trop, c'était pas encore non plus très connu le test. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient corps. Même si on avait beaucoup de... Enfin, parce que dans mon village, en fait, de la Tourlandrie, on avait beaucoup de mariages consanguins. Du coup, il y avait beaucoup de maladies de Huntington. Donc, tu viens du village La Tourlandrie, si je prononce c'est ça, ouais. Dans le 49, le département 49, où il y a eu, oui, en effet, il y a beaucoup de... En tout cas, à l'association Huntington France, on a énormément de familles, en fait. D'adhérents de familles qui viennent de là-bas. Dans mes cousins, j'ai des cousins éloignés. Ce n'est pas des familles très proches, en fait. Dans la famille très proche, il n'y a pas énormément de gens qui sont touchés, ou alors il y a un petit peu de tabou encore en fait, à la maladie dans ma famille proche. Mais par contre, tout ce qui est famille éloignée, même ma meilleure amie, en fait, qui est issue de la Tourlandrie, on est toutes les deux, on a la cinquantaine passée et on en est au même stade, toutes les deux, de la maladie. En fait, on a commencé à déclarer, toutes les deux. Et... D'accord. Pour juste revenir au moment où ton père est parti, lui, il a voulu en finir parce que il savait ce que c'était la maladie et il savait comment il allait potentiellement se dégrader. On ne sait pas s'il était conscient. C'était un homme d'affaires, il avait une entreprise en fait, et puis du coup, du jour au lendemain, il s'est retrouvé dégradé physiquement, il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait plus gérer en fait les affaires. En fait, lui, c'était plus ce côté-là. Parce que ma grand-mère, en fait, sa maman, on n'a jamais parlé de maladie psychiatrique. On disait toujours qu'elle avait du diabète, en fait. Mes grands-parents, en fait, étaient dans le déni total de la maladie de ma grand-mère. Et c'est les frères, les sœurs de mon père, en fait, étaient aussi dans le déni de la maladie. Même quand papa, en fait, a été testé positive, personne dans la famille proche nous a suivis. Par contre, dans le village, on avait plein de familles. Il y avait Geneviève Bourdon, je sais pas, elle faisait partie d'associations qui s'est beaucoup investie aussi. Et puis à cette époque-là, maman aussi, tout le monde
on était très proche des associations, parce qu'on ne connaissait pas la maladie. On a appris, en fait, à la connaître comme ça. Et toi, d'avoir vu ça, tu as quand même voulu faire le test ou tu as attendu que les premiers symptômes arrivent? En fait, mon papa, les symptômes psychiatriques, on a mal vécu. Hein. Moi, j'ai vécu avec un papa qui... Et surtout, il y avait le poids du silence, parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler. On était dans un petit village où tout le monde se connaît. Et on avait interdiction de parler de ce qui se passait à la maison. Mais c'était dur, parce qu'on avait notre papa qui était malade et on ne pouvait pas en parler. Et du coup, c'est vrai que quand... À la fin, il était beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est de l'hôpital psychiatrique en fait, qui s'est évadé et qui a été se noyer dans la rivière qui passe. D'accord. Et du coup, bon, c'est sûr que nous, pour moi, j'ai commencé à me dire je vais faire le test. Et puis, parce que je ne voyais pas comment je pouvais continuer à vivre sans savoir. J'ai été vraiment obsédée par ça. Hein. Je me suis jamais, en fait, j'avais cette épaule d'âme. En plus, j'étais dans le milieu médical. Hein. J'étais préparatrice en pharmacie. D'accord. J'ai soigné aussi des pharmaciens, tout ça, qui me disaient « Oh, mais non, il ne faut pas savoir l'avenir. » Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me disaient de ne pas faire le test. Mais au fond de moi, je voulais le faire. Et tu l'as fait en quelle année? Et il a fallu que je descende très, très bas. Parce que, bon, je suis comme mon papa, je suis très, très fragile. J'étais déjà dans la dépression quand j'avais 26 ans qu'il est décédé. Et après, 2-3 ans après, j'ai été hospitalisée pour anorexie. Enfin, j'ai passé 1 an presque d'hospitalisation. D'accord. Je suis vraiment très, très bas. Et là, au nouveau, parce que j'ai la chance d'avoir un côté après de moi qui est battant, et j'ai changé de métier, en fait, je me suis dit, je repars dans un métier où je vais essayer justement de reprendre des forces. Et puis, vers un métier qui me plaisait, mais qui était compliqué pour moi quand même. Et du coup, c'est là que je suis arrivée dans les Vosges, en fait. J'ai rencontré mon compagnon, on faisait du parapente tous les deux. D'accord. Et j'ai décidé de faire le test à ce moment-là, quand on s'est rencontrés. J'avais à peu près 30 ans. Et ça, c'était en quelle année? En 2001. Donc, en fait, si je comprends bien, depuis 93 jusqu'en 2001, tu n'as pas fait le test et tu es passé par plein de moments dans la vie. Ah bah là, c'était... Ouais. Voilà, qui ont fait que tu as décidé finalement, tu as pu le faire et tu as décidé de le faire en 2001. Et depuis que tu as fait le test, elle est comment ta vie? Le jour où on me l'a annoncé, j'étais tellement préparée parce que j'avais quand même un jour passé psychiatrique, puis j'étais déjà sous antidépresseurs. Et ça m'a même pas... parce qu'ils n'ont pas été très cool. J'ai fait ça à Nancy. Bon, ils ne voulaient pas que je le fasse déjà. Même les neurologues, parce que moi, dans mon métier, en plus, je les voyais, les neurologues, parce que j'étais repartie sur un métier en fait, de visiteuse médicale. J'allais voir les médecins. D'accord. Et le hasard de la vie faisait que je voyais les neurologues. Mais ils n'étaient pas pour les neurologues. Un peu bizarre, mais c'était l'ancienne génération. Ils ne voulaient pas trop qu'on sache notre avenir, en fait. Et puis, on du mal. Mais pour moi, c'était le contraire. Dans un sens, j'étais soulagée de savoir. Après, c'était positif, hélas pour moi. Mais bon, au moins, j'avais plus et j'ai commencé à bien vivre, en fait, à cette période-là, parce que professionnellement, je m'épanouissais, puis j'avais rencontré quelqu'un aussi qui est le père de mon fils. Hein. D'accord. Et du coup, en 2004, en fait, 2003, je suis tombée enceinte de Raphaël. Et du coup, j'ai fait, en fait, c'était hors de question pour moi de mettre un enfant au monde de malade. Dans ma tête aussi, c'était des choses qui étaient claires et nettes. J'avais ce côté toujours... Je ne me posais pas trop de questions. Par rapport à la maladie, je m'étais fait des idées déjà toutes simples dans ma tête, pas d'enfant malade après moi. Et on arrête... tu voulais arrêter... J'ai eu la chance d'avoir un enfant, en fait, dès la première grossesse, en fait.
Là, j'étais pas porteur. En fait, j'ai eu une ponction de villosité choréale, tout le protocole, en fait, pour obligé d'avorter. Raphaël était porteur du gène. Mais là, là, j'ai eu une bonne étoile, au moins, et il est né, en fait, en 2004. En 2004, tu as eu ton fils. Aujourd'hui, il a 17 ans. Pendant ces 17 ans, j'étais très, très, très suivie toujours par Madame Bachelier. Elle ne me lâchait jamais. Bon, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais c'était plutôt des bonnes années, en fait. Quand on regarde les dernières qui viennent de se passer, je pense qu'avec le plus, finalement, c'était beau. C'était beau. Ok. C'était l'année de ma vie, et puis avant la naissance de Raphaël, et puis juste bon, après, quand on s'est séparés, il avait 10 ans à peu près. D'accord. Ok. Pendant ces années-là, tu avais des hauts et des bas qui étaient plutôt d'ordre psychologique, on va dire, psychiatrique. Ouais. Est-ce que d'un point de vue, je sais pas, choréique, au niveau de tes gestes et tout ça, tu as vu une dégradation? Depuis 3 ans, depuis que j'ai 50 ans. D'accord, ça fait, on va dire... 2017. D'accord, depuis 2017, tu as remarqué que physiquement, la maladie commençait à évoluer. Je suis beaucoup suivie par Mme Bachelier parce que depuis le départ, j'ai fait beaucoup de recherches avec elle. D'accord. Dès qu'elle me proposait, on faisait des protocoles. Comme j'habitais dans les Vosges, elle me gardait souvent quelques jours. J'appelais ça mon filet. Donc, je savais qu'elle était là. J'avais pas trop. C'est des années où j'ai moins pensé à la maladie. J'y allais au moins une fois par an pour faire un bilan. On faisait aussi un IRM, mais il y avait vraiment, c'était hyper complet. Mais en plus, c'était du temps que je donnais comme ça, en fait, sur mon temps de travail. Enfin, je ne me mettais pas en arrêt de travail, sur mes congés plutôt. Voilà, j'y allais pour la science, pour faire avancer les choses. Et pour, super, ouais. Moi aussi, être suivie, pour pas être dans la nature. En fait. C'était important pour moi. Puis c'est sûr qu'avec Mme Bachelier, on a lié vraiment des liens parce qu'elle me connaît depuis toujours. D'accord. Bon, ça c'est super parce que tu as quand même gardé un lien avec un suivi médical. C'est pas toujours le cas pour les malades et les porteurs de Huntington. Et t'as quand même... je suis dans le médical déjà. Ouais, tu es dans le médical, mais il y a aussi ce côté où tu as accepté de te faire suivre et on peut voir que chez beaucoup de malades, les premières années, c'est difficile pour qu'ils acceptent de se faire suivre. Donc déjà, toi, c'est super de ce côté-là. L'année dernière, j'ai refusé en fait les aides à domicile. Il y a des moments où je suis moins bien aussi. Après, il y a des moments où je suis mieux parce que là, ils m'ont retrouvé... parce que après, j'ai quand même eu une grande errance thérapeutique parce que en fait, ils ont essayé tous les médicaments, le lithium, enfin tous les médicaments pour la bipolarité. Ouais. Il n'y en avait aucun qui marchait sur moi. Puis finalement, on est parti en fait sur un traitement de kétiapine. En fait, c'était lourd aussi, mais bon, je l'ai accepté en fait. C'est une espèce de parce que je pense que comme je connaissais trop les médicaments, du coup, j'acceptais pas des fois tout ce qui était neuroleptique, j'en voulais pas. J'ai trouvé que secondaire. D'accord. Bon, ça c'est. Déconnecté, du coup, je pouvais pas trop les prendre. Bon, maintenant que la maladie est là, je pense que je suis plus, je me laisse plus faire. Ok. Du coup, maintenant, je prends des hautes doses, mais je prends plus de benzo parce que j'aimerais que ça marche quand j'en reprendrai un jour. Parce que pour l'instant, je suis un petit peu moins d'angoisse que d'habitude. Et tu m'as dit que donc en 2017, tu as commencé à voir la maladie qui commençait à évoluer donc physiquement. Depuis 2017, tu as continué à te faire suivre. Et tu m'as parlé qu'il y a quelque chose récemment qui t'a fait beaucoup de bien. Tu es parti à l'hôpital marin d'Hendaye, dans le sud de la France.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? C'est vrai que j'ai quand même été souvent, je connaissais bien le milieu hospitalier avec Madame Bachiri à Créteil. Et j'avais aussi un autre endroit où j'allais, qui était près de la mer, en fait, à Saujon. Là-bas, ils traitaient juste le côté psychiatrique. Et quand je suis allée à Ronda, j'ai enfin trouvé un endroit en fait, où on traitait la maladie de Huntington. Les trois, j'ai fait beaucoup de kiné, j'ai récupéré énormément d'équilibre. D'accord. Du sport. Je me suis remusclée. Et puis aussi, sur les troubles, il y a des psychomotriciennes là-bas qui m'ont vraiment chouchoutée. Et j'ai fait plein de choses qui m'ont aussi apaisée. J'ai eu beaucoup moins de mouvements. En fait, je me rends compte que j'ai des mouvements quand je suis en stress. En fait. D'accord. Ou alors quand il y a du monde autour de moi et que je rentre en stress, en fait, que je ne suis pas bien. Et en fait, là-bas, j'ai vraiment trouvé des équipes experts. J'avais jamais ça de toute ma vie, depuis toutes ces années, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres moments aussi où j'étais hospitalisée à Créteil pour la dépression aussi, mais parce que il y a eu aussi l'acceptation de la maladie, l'acceptation d'être en invalidité, depuis travailler, ça c'était en 2015. Super. Et là, depuis ces années où je me bats pour trouver un endroit bien, Hendaye, c'est vraiment, pour moi, vraiment, c'est le paradis. En fait. Et ça me redonne vachement espoir parce que j'ai eu l'impression que j'avais un peu contenu ma maladie là-bas. Après, je suis bien suivie ici aussi. Hein. Je te le dis à toi, puis aussi aux personnes qui nous écoutent. L'hôpital Marin-Hendaye, c'est un peu un lieu à part en France. Qui est spécialisé dans la maladie, mais il y a aussi certaines masses en France qui ont une très grande connaissance dans la maladie. J'ai plus les noms en tête, mais je peux en citer quelques-unes. Il y en a une qui est près de Metz. C'est pour ça que je suis ici aussi. Voilà, il y en a une qui est près de Amiens, il y en a une qui est en région parisienne. Il y en a une ici. C'est pour ça que je suis venue là aussi. Et voilà, il y en a une à côté de Cholet, à Mortagne. À Mortagne, voilà, exactement. Il y en a une également là. Donc en fait, il y a plusieurs masses en France qui peuvent recevoir soit en permanence, soit en temporaire des malades de Huntington et qui peuvent aussi avoir un très bon traitement. Mais quand on est en début de maladie comme moi, c'est pas simple. Parce qu'en fait, tu culpabilises, tu as l'impression de prendre la place de quelqu'un qui est malade. C'est très culpabilisant en fait. Faut pas, tu trouveras toujours plus malade que toi dans toute situation. Donc. Ouais, en fait, moi qui suis en début de maladie, j'ai du mal à me situer des fois. Et en Hendaye, en fait, j'ai rencontré aussi des gens comme moi qui étaient apathiques, dépressifs, qui venaient là-bas pour retrouver un petit peu de la vie aussi. Je termine pour les personnes en effet qui veulent avoir la liste de toutes les masses et les établissements qui seraient amenés à recevoir un malade Huntington. Vous pouvez le demander à l'association Huntington France. Ils ont une liste entière et ils pourront vous la communiquer. Claudie, il y a aussi autre chose que tu m'as dit, qu'il y a Hendaye qui t'a fait énormément de bien, et il y a Ding Dang Dong, qui est une association. Est-ce que tu peux me parler de ça? C'est juste un groupe de parole, l'association. Bon, déjà, moi, intellectuellement, pour comprendre la maladie, ça m'a beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres. Depuis que je suis revenue, parce que moi, j'ai quitté les Vosges maintenant en 2018, en fait, quand j'étais trop malade, en fait, pour rester toute seule avec mon fils, qui ne se passait pas bien à l'école. Du coup, je suis revenue auprès de ma famille. J'ai retraversé toute la France pour revenir près d'Angers. Non. Et du coup, j'ai tout de suite réussi parce que je connaissais, comme à la Tour on se connaît tous, quelqu'un qui était dans le groupe de parole. D'accord. Du coup, je me suis greffée, puis on se voit tous les mois. On parle en fait de
de notre vie, de nos hauts, de nos bas. Et c'est bien parce que c'est des gens comme moi, en fait, aussi qui sont en début de maladie ou même qui n'ont encore pas démarré la maladie, en fait. Ils sont peut-être positifs, puis il y en a qui ne savent même pas s'ils sont... qui ne veulent pas le dire. Super, mais en effet, parler de la maladie avec d'autres malades ou aidants ou des personnes qui sont de près ou de loin concernées par la maladie, ça aide énormément, je pense, à tout le monde. Et ça fait vraiment un bien, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Donc, en effet, je te rejoins là-dessus également. Et Claudie, toi, je voulais te poser la question, parce que tu as eu des hauts et des très très bas dans ta vie au niveau moral et psychiatrique. Mais en fait, je vois que tu es encore là et tu as encore envie de vivre. Voilà. J'ai cette force-là en moi qui fait que une espèce de résilience qui fait que je tiens ça peut-être de ma mère qui ne pas toujours la maladie, mais c'est pas grave, elle est toujours là pour moi, puis elle est toujours là pour me pousser aussi. Quand je suis revenue dans la région, j'ai suivi dans pas mal d'associations pour avoir des activités tous les jours. Parce que c'est dur de plus travailler. C'est toujours aussi ce petit côté culpabilisant de se dire je travaille plus, mais en fait ça se voit pas trop la maladie et peut-être que je pourrais quand même faire quelque chose. Et maintenant, c'est vrai que j'arrive quand même entre mon kiné, j'ai aussi beaucoup de choses autour de la sophrologie, des moments en fait de détente aussi, de relaxation, des choses comme ça. Des choses qui ne sont pas trop agressives. Mais bon, c'est bien parce que tu as encore conscience qu'il faut prendre soin de toi, et tu as vu que en allant en DAI et en ayant des soins appropriés. Plus avoir de soucis dans la tête, c'est incroyable. Moi, c'est surtout ce message en fait, que je voulais faire passer, parce que ici, j'ai toujours des soucis. Je me dis que je vais faire des courses, il faut que je fasse des choses de la vie de tous les jours, mais en fait, personne ne comprend. Pour moi, ça devient tout, c'est compliqué. Même me laver le matin, c'est compliqué. Alors, à chaque fois dans ma tête, je me remplis de choses en fait qui sont inutiles, mais qui me font en fait tout le temps du mal ou culpabiliser. Et puis, même par rapport à mon fils. Et là, de partir en deuil, au bout de quelques semaines, j'avais plus tout ça et j'allais vachement mieux. Et je me suis dit vraiment, il faut que j'arrive justement à plus me mettre la pression. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de personnes, c'est des choses du quotidien qui paraissent banales pour quelqu'un qui n'a pas la maladie et très compliquées pour toi. Si je reprends les courses, moi, de par mon expérience, quand j'ai commencé à aider mon père, en effet, les courses étaient très compliquées pour lui. Déjà, il ne savait pas quoi acheter. Il ne savait pas quoi acheter. Il dépensait des sommes folles. Bon. En fait, moi, petit à petit, je me suis dit, ok, comment je vais pouvoir faire, parce que j'ai pas le temps d'aller en course. Moi, je travaillais à ce moment-là. Et j'avais pas le temps d'aller en course, de répondre à vraiment tous ces besoins. Et je me suis dit, on peut peut-être commencer déjà par la livraison de courses. Ouais. Et j'ai commencé avec ça. Donc, il y a des bons côtés et des mauvais côtés de la livraison de courses. Ça coûte un peu plus cher. On voit pas exactement ce qu'on achète, notamment pour les fruits et légumes et tout ça. Mais ça nous enlève une épine du pied, parce que la personne n'a pas besoin de faire un aller-retour quelque part dans un magasin. Et depuis Internet, aujourd'hui, on peut très très facilement faire ça. Et moi, avec mon père, il y a eu une deuxième chose aussi que j'ai pu, entre guillemets, automatiser, c'était la livraison de repas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je voyais que même s'il achetait des choses, il avait plus envie de les cuisiner. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, partout en France, il existe des sociétés qui livrent des repas. Donc c'est des plats préparés. Donc il y a toutes les qualités, ça va de la plus... je pense qu'après, parce que là, pour l'instant, je suis revenue chez maman parce que j'arrivais plus à faire à manger pour mon fils. Et puis moi, c'était moins grave. C'est important pour... Il va falloir que je mette les choses en... Même pour les autres malades, quand ils ont cette envie, en fait, de faire à manger,
et de se faire livrer, ça retire un poids du quotidien parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir manger à leur faim, à tous les repas. Et donc, c'est vrai que c'est super. Et en plus, il faut savoir qu'un malade Huntington, généralement, dans la plupart des cas, mange très bien. Il a souvent faim. Donc, c'est pour ça que tu parlais des courses, c'est un des points où il faut bien réfléchir et essayer de mettre des choses en place. Il va falloir. Parce que là, j'étais 1 an ici, chez maman, mais quand je vais revenir dans mon appartement, là, à partir du 20 mars, je déménage. D'accord. Des choses en place. Claudie, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode, ça passe super vite. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot pour tous ceux qui écoutent le podcast ? Que je n'ai pas d'espoir, et puis que même si la maladie est là, on peut quand même y avoir des moments de répit à Hendaye ou ailleurs. Hein. Et puis que, je sais pas, peut-être qu'avec la recherche, on va réussir justement pour quelque chose qui arrive. En effet, on espère tous avec impatience que la recherche fasse quelque chose. Ouais. Merci Claudie pour avoir pris du temps de raconter ton histoire, ton expérience. On espère que on est sûr d'ailleurs que ça va aider beaucoup de monde. Je te dis à bientôt. Moi aussi, bientôt. J'étais contente, ça m'a fait du bien. C'est la première fois de ma vie que je témoigne. Super. Merci Claudie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.